Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border Music. Je suis Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, et pour ce nouvel épisode, nous nous rendons dans un univers musical authentique qui sent bon les grands espaces du Grand Ouest américain ou des côtes sauvages de l'Australie, en compagnie du duo de blues, folk rock, country roots, Franck et Damien. Ensemble, nous évoquons leur excellent nouvel EP Live at la Ruche, enregistré en format quatuor, ainsi que les évolutions et les grands tournants de leur parcours jusqu'à présent. Nous revenons également sur l'histoire insolite de leur rencontre et d'un bœuf improvisé sur la place de l'église de Saint-Aubin-de-Médoc à 3h du matin, sur leur place dans la scène musicale bordelaise, sur ce qu'ils pensent réellement de l'utilisation de séquenceurs, sur leur lien de parenté avec le troubadour australien Kim Churchill et sur la façon dont ils se sont retrouvés sur scène avec JJ du groupe Kaleo pour improviser tant bien que mal une version réimaginée du tube No Good, sorti depuis sous le titre Still No Good. Bref, un programme riche, mais pour ouvrir le bal, la parole est à Damien qui résume le projet en une phrase. Je dirais que c'est la rencontre de deux musiciens sur la route, que la route nous a emmenés dans pas mal d'endroits et de paysages, et que l'aventure et le chemin continuent, et la route continue, donc c'est plutôt cool. Qui sont ces deux musiciens alors ? Alors moi-même, Damien et Franck, à ma gauche, Franck Laudel, le chanteur du groupe, de Franck et Damien du coup. On a fait simple dans le nom du groupe, on s'appelle Franck et Damien, donc voilà, c'est le nom du groupe. Donc chanteur, et puis en termes d'instrumentation ? Sur la formation duo, il fait pas mal de choses. Il a la guitare, au chant, aux percussions aussi. Il a le kick et snare qui gère au pied. Et moi, je suis sur le banjo et le lap steel. Et après, on a la chance d'avoir deux musiciens maintenant avec nous depuis quelques temps, ce qui libère un peu Franck. Et là, il se retrouve guitare-voix à faire des méchants solos qui sont bien cool. Votre actualité principale est la sortie de Live at la Ruche, un EP 6 titres qui est vraiment à part. What's the story ? C'est quoi l'histoire derrière ? On a fait notre premier concert en quatuor fin d'année dernière, donc 2025, au mois de novembre. Je sais plus la date exacte, mais c'était à la Ruche, à Socats. On avait fait un enregistrement multipiste de ce concert. Et en l'écoutant, on s'est dit, putain, c'est pas mal, c'est cool, ça sonne bien. La scène était sympa et puis la room, l'environnement était cool. Propice à faire un enregistrement. Du coup, on a demandé à la salle s'ils étaient OK de nous accueillir en début d'année pour enregistrer en fait un EP live. On a enregistré tout en direct avec les gars, chacun dans un coin de la pièce différente pour éviter les reprises dans les micros, tout ça. Et ça s'est fait en fait naturellement. On a sélectionné un peu les morceaux qu'on préférait, on les a réadaptés et on a enregistré sur 2 jours cette EP. Oui, parce que ce sont des morceaux qui étaient déjà dans le domaine public, des morceaux comme Someone, comme California, on va réarranger pour le groupe. Ouais, réadapté pour que ça sonne bien à 4. C'est juste qu'on s'est servi du live qu'on a fait. C'était le morceau qu'on avait déjà travaillé sur les 2 répètes qu'on avait faites là. Comme on aimait bien comment ça sonnait, il y avait l'énergie, on s'est dit mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas de nouveaux morceaux, on était en cours de compo et d'écriture, mais on savait qu'on n'allait pas sortir les nouveaux titres de suite. On s'est dit c'était un peu un moyen de faire patienter un peu les gens, de donner un peu à manger au public. On s'est dit pourquoi pas réenregistrer des titres un peu mainstream entre guillemets de notre répertoire, mais à 4, ça pourrait être marrant. Qui sont Flavien le bassiste et Kevin le batteur alors ? C'est des amis de longue date qu'on connaît. Damien, je crois qu'il connaît Flav depuis un petit paquet d'années sur Bordeaux. Moi, je l'ai découvert un peu plus tard que lui. Kevin, moi, je le connais pour le coup depuis plus longtemps. Ça fait un bail. Kevin, ça fait longtemps qu'il me tanne à me dire « Ouais, bro, faudrait qu'on fasse un truc, ce serait cool ». Et on bosse ensemble sur un autre projet annexe d'enregistrement parce qu'il fait du studio comme moi pour le coup avec un autre pote à nous. Et du coup, c'est vrai qu'à force de bosser ensemble, on en parlait de plus en plus et j'ai un peu tanné Damien aussi pour qu'on le fasse. Ça fait des années que je dis hey, mec, faut qu'on fasse un full band et tout. Et là, c'était l'occasion. On était tout seul, on n'avait plus de signature dans un label. Du coup, on se manage comme on a réellement envie de le faire, on fait un peu ce qu'on veut et du coup, on s'est dit bon allez, on le tente. Pourquoi pas. Et pour la petite histoire, Flavien a déjà fait un tour sur le podcast avec sa formation Oléa. Flavien, il joue Kevin aussi, ils jouent tous dans plusieurs formations. Effectivement, Flavien avec Oléa, Kevin aussi qu'on retrouve avec Marc Domaille, Cocoon, le chanteur de Cocoon. Et non, c'est cool, on a la chance de les avoir. C'est quand même 2 pépites et c'est trop cool de les avoir dans la team. Ouais. Enfin, en tout cas, sur live, je vous ai vu au Noctambule, c'était quelque chose. Que ce soit à 4,
comme à deux, il y a toujours cette authenticité, cette approche 100% humaine, je dirais. On n'est pas prêt de voir des séquenceurs sur scène avec vous. Ouais, non, on travaille en circuit court et en bio. Si on devait faire un parallèle avec ce qui se passe, ou ce qui devrait en tout cas plus se passer avec l'agriculture. Non, mais voilà, trêve de plaisanterie, c'est vrai que à l'heure où beaucoup de groupes diminuent leurs effectifs sur scène, mais par contre prennent du temps et de l'énergie à gonfler entre guillemets le son avec plein de séquences, voilà, plein de trucages entre guillemets pour parler pour le grand public. Nous on trouve ça dommage, on se dit justement qu'on a envie de retourner ou de retrouver en tout cas une authenticité et retourner à quelque chose d'essentiel. De plus, la musique qu'on fait s'y prête vraiment à cette approche organique en fait de la musique. On fait quand même de la folk rock, mais on a des influences blues, country, bluegrass. Et donc forcément, c'est pas ce style de musique dans lesquels on voit beaucoup de séquenceurs, beaucoup de bandes. Et donc non, nous on aime bien justement. C'est d'ailleurs pour rebondir sur l'enregistrement de l'EP, c'est comme ça qu'on l'a fait. D'ailleurs, il y a même pas eu de métronome. Hein. C'était 1, 2, 3, 4, on y va. Et ça, on adore justement retrouver ces petites imperfections qu'on peut retrouver en live, mais qui font justement, qui rendent la musique humaine. À l'heure où l'intelligence artificielle déborde de partout, je trouve que c'est essentiel de revenir à l'essentiel. D'être dans une no-click zone. No-click zone, ah ouais, complet. À vos yeux, quelles sont les évolutions depuis les albums You Can Find Your Way en 2019 et puis Juniper Road en 2023? Déjà dans la production, le premier album on l'a fait tout seul, on avait 0 skills en studio, en production, on a mis beaucoup trop de temps par rapport à ce que c'était quand tu y repenses. C'est vrai que on l'a fait en 6 mois, un truc comme ça, en tout et pour tout, alors que le deuxième album il était plié en 12 jours de studio, mais parce qu'il y a eu des pré-prod en amont et qu'on avait un peu plus d'expérience, on a appris en fait, tout bêtement. Donc déjà ça, deuxièmement au niveau même de la production en elle-même, on a voulu au début coller un maximum à ce qu'on faisait en live, donc c'est pour ça que c'était une production vraiment minimaliste sur le premier album. Et sur le deuxième, on s'est dit franchement, on s'en fout, on rajoute des batteries, des basses. On voulait pas mettre un fil harmonique non plus derrière, mais on s'est dit autant que ça sonne un peu comme ce que nous on écoute dans la DA qu'on écoute. Et du coup, on a un peu plus assumé la production, quoi. On l'a fait avec un super producteur aux États-Unis en plus, Matt Grundy là, qui est le bassiste de Donovan Frankenreiter, des mecs pour qui on a ouvert en 2018 à Palmer, au Rocher de Palmer. Et c'est vrai que du coup, Matt nous a proposé d'enregistrer chez lui avec toute l'ADN qu'on aime aussi en termes de son, le côté Americana, country, tout ça, folk. Et donc du coup, c'est beaucoup plus assumé sur le deuxième album. On y a été, on s'est dit vas-y c'est bon, même si on n'a pas de backing band tout de suite à l'époque, on a quand même tourné les 3 premières années à 2 sur cet album. Ça nous allait très bien, on a réussi à réadapter les titres à notre sauce comme d'hab. Donc c'est le côté plus assumé dans la prod qui change énormément entre les 2 albums, je trouve. Que ce soit en termes de live, en termes de rencontres, en termes de festivals, quels sont les grands tournants de votre parcours jusqu'à présent? Il y en a eu quelques-uns. Déjà, le premier tournant, c'est la première date. Finalement, c'est celle qui a aussi lancé toutes les autres. C'était à Contis, si mes souvenirs sont bons, en 2017. Une petite cabane de plage magnifique d'ailleurs. Il faudrait qu'on y retourne, ce serait trop cool de pouvoir y retourner. Et ça a été la première fois où, alors qu'on s'appelait pas Franck et Damien, c'était juste un jam. Franck m'a dit, rejoins-moi avec ton caron et ta guitare slide, on va voir ce que ça donne, quoi. Et c'était vraiment la toute première fois au mois de juin 2017 qu'on a joué ensemble. Après, il y en a eu plusieurs. Il y a eu déjà aussi à la fin de cet été 2017, quand on s'est rendu compte qu'on avait quand même cumulé plus de 40, presque 50 dates. On s'est dit, il y a quand même un petit truc à faire. Le projet plaît, en tout cas, il y a un bon retour. Le bouche à oreille marchait très bien. Et le passage aussi d'être intermittent du spectacle, assez rapidement après, les premiers festivals, la première scène à Garo Rock, au Sunska. Ouais, le premier départ aux États-Unis déjà en 2019 pour aller masteriser l'album. On est parti avec un ami Réal, et puis après on est revenu. Il y a eu des belles premières parties. Franck en parlait tout à l'heure, Donovan Frankenreiter, qui est une influence aussi du groupe, pour qui on a eu la chance d'ouvrir au Rocher de Palmer à Bordeaux. Après en 2022, il y a eu Ben Harper.
Ça a été, en tout cas à titre personnel, je pense que Franck aussi a quand même une date assez marquante. C'est aussi pareil, une de nos principales influences musicales, donc se retrouver sur la même scène que lui, en plus qui plus est sur un festival comme le Cognac Blues, sur la scène Blues Paradise, enfin tout était réuni quoi. C'était vraiment magique. Et après non, il y a eu plein d'autres dates. C'est vrai qu'on a eu la chance d'en faire plein, on a la chance d'en faire des belles là qui arrivent bientôt. On va au Pic du Midi avec Skip the Use là, c'est des dates un peu sympas, assez originales. La collaboration avec Harley Davidson aussi, les copains. On va à Morzine avec eux dans les Alpes. Partager la scène avec Ben l'Oncle Soul. Il y a plein de dates comme ça, puis des dates plus petites aussi, où on a des très bons souvenirs. J'ai souvenir d'une petite date à La Pouillade, dans le nord de la Gironde, dans un auditorium de 120 personnes où les caissons de basse ne marchaient plus. On a décidé de faire tout le concert en acoustique et on a passé un merveilleux moment avec une centaine de personnes et ça reste un très très bon souvenir. J'ai vu aussi cette année qu'il y a une petite reprise qui est sortie en ligne de Money for Nothing de Dire Straits. Pourquoi ce morceau ? C'est un morceau qu'on connaît depuis quelques années avec Damien. On avait entendu une reprise d'un mec qui nous a beaucoup inspiré aussi à un moment donné, qui s'appelle David Zinke, qui est un Anglais qui vit à Nice. Son premier album est exceptionnel. Enfin, ces titres sont vraiment tous cool, quoi. Mais c'est vrai que le premier album, il avait été monstrueux. Et c'est vrai qu'on suivait un peu son actu et il avait fait une reprise qui nous avait bien marqué, ce morceau. Puis nous, on adore Dire Straits aussi de base, quoi. C'est un groupe qui a toujours fait partie aussi de nous, personnellement, dans nos influences communes. Et c'est vrai que cette reprise nous avait un peu marqué. Et nous, on s'est dit, on va essayer de la refaire. On l'a reprise un peu comme eux, un peu à notre sauce aussi. C'est vrai qu'on a bougé quelques trucs et on l'a vraiment simplifié. Le riff est pas complètement le même. Les puristes nous diraient non mais les gars, c'est pas le riff de nos fleurs. On dirait bon d'accord, ok, oui, mais voilà, on sait ce que c'est. Et nous, ça nous faisait marrer de la faire. Et puis c'est que c'est un morceau qui est intemporel, tout le monde le connaît, peu importe. Dès qu'on joue quelque part, que ce soit des plus vieux ou des jeunes, qui connaissent ce morceau. C'est que ceux qui s'intéressent en tout cas à la musique connaissent ce titre. Rembobinons, si vous voulez bien, au début de l'aventure Franck et Damien. Confirmez-vous la véracité de la légende qui veut que vous vous êtes rencontrés lorsque Damien, tu as pris Franck en autostop. Oui, c'est même plus qu'une légende, c'est carrément la réalité. Effectivement, j'ai rencontré Franck sur une soirée open mic en fait à Bordeaux dans un pub anglais, le Houses of Parliament, et ils organisaient des scènes ouvertes le mercredi, si mes souvenirs sont bons d'ailleurs. Et il était venu, il avait joué quelques morceaux, j'avais adoré déjà son style, sa voix, son jeu de guitare, je trouvais ça vraiment super. Et il est sorti de scène, je l'ai félicité. On s'est présenté en même temps et il a fait la soirée de son côté, moi aussi avec mes potes. Et quand je suis reparti, je me rappelle, je repartais chez moi en voiture et je me suis dit c'est dommage, j'ai pas pris le contact de ce gars-là, alors que peut-être, comme ça arrive souvent à Bordeaux, il y a des musiciens qui sont juste de passage, ils viennent, ils jouent et on les revoit plus après. Et je me suis dit c'est quand même dommage et je repensais à ça déjà presque un peu nostalgique de la rencontre. Et quelques minutes après, en roulant pour aller chez moi, je croise un gars qui fait du stop sur le bord de la route et j'hallucine, je m'arrête, c'était lui. Et du coup je lui ai dit écoute, si tu me fais un ou deux morceaux de Ben Harper, je te ramène chez toi. Et l'histoire veut en plus qu'il habitait à l'époque à Saint-Aubin, à quelques mètres de là où on enregistre ce podcast. Ouais, c'est quand même dingue. Et donc je l'ai ramené chez lui à Saint-Aubin. On a sorti les guitares devant l'église de Saint-Aubin à 3h du mat. Notre premier public c'était une brigade du PSIG qui avait été appelé, je pense, par des riverains inquiets de voir deux grands colosses sortir d'une petite voiture avec des caisses de guitare à 3h du matin devant une église. Et non, c'est cool. Donc effectivement, ouais, c'est la vraie histoire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, c'est assez drôle pour l'anecdote. Tu parlais tout à l'heure de dates un peu marquantes. On avait gagné un concours qui était organisé par la radio Virgin à l'époque et où on a fait la première partie de 4 Centuries à Bordeaux, dans une salle au Bouscal à Sources, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait donc une animatrice de la radio Virgin qui avait lu en fait notre biographie et qui nous avait dit c'est bien trouvé ça, marketingment parlant, pour le storytelling, c'est pas mal cette histoire, ça a marché. Et on lui avait dit ouais mais c'est pas, enfin genre c'est bien trouvé, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et elle avait regardé genre ouais carrément, ouais, mais j'avais l'impression qu'elle y croyait à moitié, mais non elle y croyait pas, mais c'est la vraie histoire, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et ouais, c'est ce qui fait aussi l'authenticité. On parlait d'authenticité tout à l'heure, voilà, bon, on y est là, je crois.
Une question plus pour toi, Franck. Tu es quelqu'un que j'associe aussi à Pantless Records. Oui. Et également des soirées open mic au pub. Je pense que tu es assez moteur sur ces projets-là. Alors les open mic, moi je les ai jamais vraiment quittés. On s'est rencontrés là-bas avec Damien, j'ai continué de les faire en tant que public. Un jour, on m'avait proposé de commencer un open mic. À l'époque, c'était au Copain d'abord. J'animais ça une semaine sur 2 avec un autre copain en parallèle. Et l'année d'après, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais une année qui chevauchait l'autre, j'ai récupéré celui du Sherlock, là où on a un peu commencé avec Dams. L'animateur qui le faisait, on a eu marre, il a arrêté. Et il m'a dit, écoute, c'est soit on arrête les open mic, soit c'est toi qui le reprends. Donc j'ai accepté. Bon, en plus, ça me faisait des dates pour mon intermittence. Et je trouvais ça cool d'animer ça. Et là, ça fait 5 ans que je le fais. Et le Pulp, après, ça a 2 ans. En fait, c'est celui qui était au Copain d'abord, qui est parti et qui a racheté du coup ce bar, qui est l'ancien Quartier Libre du coup, qui m'a dit, écoute, quand je relancerai un autre business, je t'appellerai, j'ai envie que ce soit toi. Donc pareil, on a rouvert ce truc ensemble, en tout cas cet open mic là. Et après, Pantless Records, c'est une histoire avec un autre ami d'enfance qui vient de Saint-Aubin aussi. On a grandi ensemble. Saint-Aubin, décidément. Ouais, non, il y a eu quelques gars là. Non, Antoine, il s'appelle Antoine Vigier, c'est un ami d'enfance et on était allés à la maternelle, primaire ensemble, début collège. Bon, après, je suis parti un peu, je suis revenu. Et lui aussi, il a pas mal baroudé. Mais il a toujours eu un peu la musique derrière lui. Il a bien repris la musique il y a une petite dizaine d'années, un peu moins. Et à un moment donné, il était marin-pompier à Marseille. Et puis, il me demandait, parce qu'il voulait faire de plus en plus de musique. Il voulait faire du studio. Moi, je me suis mis à faire du studio en 2020, pendant le Covid. C'est là où j'ai commencé à geeker fort dans le sujet, dans le domaine. Et Antoine me posait des questions, il me demandait des conseils, donc je lui disais quoi acheter pour qu'il puisse essayer tel truc ou tel truc. Et puis sur sa dernière année, parce qu'il avait 4 ans de contrat avec les marins-pompiers, on a discuté, on s'est capté, il m'a dit bon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour faire du studio, parce qu'il commençait vraiment à aimer ça aussi. J'ai dit il faut juste qu'on achète du matos. Et lui, il avait quelques ressources financières qu'il a mis à dispo pour le projet. On s'est dit viens, on monte un label. Donc on a monté cette espèce de petit label où en fait à la base c'était surtout pour nos projets perso, parce que là du coup tout ce qui sort de Franck et Damien musicalement, c'est moi qui le produis. Et du coup lui c'est pareil, j'avais produit son premier album avec son groupe, et du coup on s'est dit qu'on allait le faire aussi pour d'autres copains, donc on a produit quelques artistes. Il y a un titre aussi dont on est fier, qu'on a fait avec Damien, qui est sorti, qui est signé chez Sony Music pour l'artiste Petit K, peu avant l'aube, qui sort directement du studio aussi à Saint-Aubin. Voilà, ce projet Pantless en fait met un peu tout le monde dedans, parce qu'on peut se permettre du coup de prendre notre temps pour faire les productions, des pré-prod et les productions finales. Et nous, on fait aussi à côté de ça des live sessions. On enregistre des gens qu'on filme, parce qu'on fait un peu de photos et de vidéos. On est très sensible à ça aussi, tous, que ce soit Antoine, Damien ou moi. On est très sensible aussi à l'image, et du coup, on fait des clips en live. Du coup, c'est pas du tout enregistré et filmé après. C'est filmé en plan séquence. On sort le studio, mais un peu comme on a fait pour l'EP Live avec à la ruche. Là, c'est un peu la même chose. On a fait exactement pareil. On ramène le studio, on sort à l'extérieur et puis on enregistre. Voilà, donc ouais, il y a plein de projets autour de ça. C'est cool. Plus largement, comment est-ce que vous vous inscrivez dans cet écosystème musical bordelais ? On essaie de se faire sa place parce qu'il y a beaucoup de monde. En fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde d'ailleurs. Là où je me rends compte que par contre les choses ont bougé, je pense que Damien pourra te donner son avis après là-dessus, mais étant réellement sur je suis pas parti du côté open mic, donc je vois un peu toutes les personnes qui arrivent, tout ça. Il y a eu quand même une explosion après le Covid. Il y a de plus en plus de gens qui essaient de se mettre dans le milieu, qui essaient de se lancer dans le business. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a fait un burn-out après le Covid. Les gens ne supportaient plus leur boulot de bureau, entre guillemets. Et ils ont voulu se lancer dans ce qui était des passions pour eux à un moment donné. Et il y a de plus en plus de monde, en fait. C'est pas que c'est bouché, parce qu'il y a toujours moyen. Et puis, je pense que quand tu fais le job, tu peux toujours t'en sortir. Mais c'est un peu plus compliqué d'aller chercher, en tout cas, d'aller trouver. Oui, si je peux rajouter aussi, c'est vrai que Franck a tout dit, et je pense que l'explosion des réseaux sociaux a permis aussi à beaucoup de gens de sortir parfois un peu de l'anonymat, ou en tout cas d'avoir un moyen d'y sortir. Il y a encore 20 ou 30 ans, il n'y avait pas tous ces outils qui pouvaient permettre de dire bon ben voilà, moi je suis expert comptable la journée, mais j'adore la guitare, je sais chanter, je vais pouvoir m'exprimer. À l'époque, ces gens-là, il n'y avait pas vraiment, ou quand il y avait des soirées open mic, ils avaient la visibilité devant les 10, 15, 20, 30 personnes qui venaient, et c'est tout. Ils avaient peut-être la chance une fois de tomber sur un petit producteur local
local ou quoi, qu'aujourd'hui on peut vite se faire repérer aussi avec les réseaux. Donc effectivement, il y a eu une explosion des gens qui sont lancés là-dedans et c'est bien. Je trouve que c'est cool parce que ça permet aux gens de s'exprimer. Après, c'est vrai que ça met aussi beaucoup plus de monde sur le marché entre guillemets. Et donc il y a le système d'entonnoir où il y a quand même toujours de plus en plus de demandes, mais de moins en moins d'offres. Donc tirer son épingle du jeu aujourd'hui est beaucoup plus difficile paradoxalement qu'avant, malgré tous ces outils. C'est un peu la croix et la bannière aujourd'hui, j'avoue. Damien, tu peux garder le micro parce que j'ai une question pour toi. Parce que tu étais parmi les invités sur scène lors d'un des plus beaux concerts auxquels j'ai pu assister ces dernières années, celui de Kim Churchill, à la sortie 13, à Pessac. Quels sont tes liens de parenté avec Kim Churchill? Kim, c'est un frangin. C'est ouf parce que j'ai connu Kim il y a plus d'une quinzaine d'années d'ailleurs, grâce à un ami en fait du Nord, Gérald, qui faisait du water polo. Voilà, pour l'histoire, il faisait du water polo et en compétition, donc à très haut niveau. Il allait souvent en Australie. Et pour la petite histoire, il partageait sa chambre avec l'ancien manager de John Butler Trio. Donc ils se connaissaient très bien. Et l'ancien manager a dit, mais tu sais, ici en Australie, il y a un vivier de jeunes talents qui sont assez exceptionnels. Et en fait, quand Gérald est revenu à Lille, il a gardé contact avec ce manager de John Butler, qui lui a envoyé de temps en temps des noms comme ça. Donc ça a commencé avec Mick Hart, qui est un ami qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui est un ami du groupe. Et ensuite, il m'a proposé, sachant que j'habitais dans le sud-est d'abord et après dans le sud-ouest, il m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait de m'aider à trouver des dates pour ces artistes-là? Et donc ça a commencé comme ça, d'abord avec Mick Hart, et ensuite Mick Hart m'a dit tiens, j'ai un pote Kim Churchill, etc. Et donc j'ai connu Kim Churchill il y a une quinzaine d'années. C'était assez dingue, c'était fou parce que il était venu dormir à la maison, je me rappelle, avec son manager. Il arrivait d'Angleterre, il avait passé le ferry, il avait tracé directement en voiture jusqu'à Bordeaux et il est arrivé chez moi, il était 3h du matin et le lendemain, donc le soir même, du coup il avait concert. Puis moi je savais que c'était un peu une étoile montante en Australie, qu'il fallait que j'en prenne soin, tout ça, donc je l'avais préparé, donc le lit, tout ce qu'il fallait. Puis il m'a dit mais on est à 40 minutes de la Cano, je crois, il y a du surf, j'ai vu qu'il y avait des vagues et tout. Je dis mais je dis t'as un concert demain quand même. Il m'a dit mais non. Et à 7h du matin, donc 4 heures après, il était dans le hall d'entrée avec une banane dans la bouche, la planche de surf, on a été surfer, et on a fait le concert. Et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est un des meilleurs guitaristes et songwriters que je connaisse. C'est une vraie pépite et j'estime qu'on a eu la chance de l'avoir dans le coin et je sais qu'il reviendra. Et il faut vraiment, pour les auditeurs qui nous écoutent, quand vous voyez ce nom passer dans la région bordelaise, foncez le voir parce que c'est un génie, un vrai génie. Ce concert à la sortie 13 était exceptionnel. Ouais, c'était top. C'était super. Ouais, mais il y avait tout un... Je sais pas où il est allé chercher toute sa brochette d'invités. Ouais, non, c'est l'Australie, et c'est un peu comme le Brésil et le foot, en fait. Hein. Il y a des génies qui sortent tous les ans. C'est vrai qu'en Australie, il y a un vivier de musiciens, de singers-songwriters qui sont juste exceptionnels. On l'a vu encore aussi récemment avec Steph Strings, pour qui on a eu l'occasion d'ouvrir, qui est une chanteuse et une guitariste incroyable, et qui en plus de ça est genre super cool. Donc, c'est ce qui enlève rien. Donc, non, c'est en Australie, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est la culture anglo-saxonne, tu sais ce que c'est, ça. Absolutely. What next pour Franck et Damien? Quels sont vos projets à venir? Continuer à faire ce qu'on fait, sortir des nouveaux titres, nourrir un peu ça aussi pour les gens, pour pas qu'ils se lassent. Donc on sait pas, comme il a dit plus tôt, on sait pas sous quelle forme, ce sera un EP, single par single. On réfléchit encore à la stratégie, mais arriver à continuer de vivre, de ce qu'on fait aussi, mine de rien, c'est important. Parce que c'est vrai que la période est quand même plus compliquée qu'avant. C'est vrai que c'est plus dur qu'il y a quelques années, que même quand on a commencé, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça qui est complètement dingue. Mais ouais, le plus important, c'est d'arriver à continuer de faire ça et de ramener des nouveautés et continuer de se faire plaisir, en fait. Parce que à la base, c'est un métier passion, et il faut le faire avec le cœur, il faut s'amuser en le faisant, sinon ça marche pas et les gens le savent, s'en rendent compte, et après tu deviens un escroc. Après, quand t'as plus la passion, tu mets des séquenceurs. Non, je sais que je vais me faire incendier à propos des séquenceurs. Je dis ça parce que j'ai échangé il y a pas longtemps avec une copine qui manage une fille qui utilise beaucoup de séquences parce que sa musique veut ça. Et c'est vrai que
moi je suis pas anti, j'évite de faire le vieux réac malgré ce qu'elle a pu dire et je peux comprendre qu'elle l'ait dit, mais j'ai beaucoup de mal avec les gens qui préfèrent ça à des musiciens. Voilà, je trouve que justement à l'heure où on voit l'intelligence artificielle, à quel point les machines, à quel point ça prend le dessus sur tout, tant qu'on peut mettre de l'humain derrière du cœur, de l'authenticité, du réel, je pense qu'il faut essayer tout faire pour essayer de le faire en tout cas. 3 questions que je pose à tous les invités du podcast. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? J'écoute un groupe que j'adore qui s'appelle Camp, qui vient de l'Ohio, qui est exceptionnel. J'adore parce que ils enregistrent, ils ont une production plutôt actuelle et plutôt moderne, mais ça sonne ultra vintage et c'est super. Il a une voix qui est exceptionnelle. J'écoute aussi des copains du Pays Basque qui s'appellent Deux Grands Enfants. J'écoute très peu de français, pour être tout à fait honnête. J'ai beaucoup été bercé par de la musique anglo-saxonne. Et il y a quelques artistes en France dont j'aime les textes. On parlait de Petit Cat tout à l'heure, pour qui on a enregistré, qui est voilà, un super artiste. Et là je sais que Deux Grands Enfants, ils viennent de sortir un single qui s'appelle Le Cycle de l'eau, et je me le mets en boucle parce que ça met la patate le matin pour emmener ma fille à l'école. Là, je me le mets, ça fait du bien. Et j'ai vraiment poncé, mais je pense que c'est un des albums que j'ai le plus écouté, le dernier album de Sons of the East, qui est un groupe australien que j'adore. Et leur dernier album, il y a rien qui va pas. Je trouve qu'il y a pas une musique que je zappe, j'écoute tout. Je peux me permettre un 4e artiste, le dernier album de Jack Johnson avec Hermanos Gutierrez, ce qui est d'ailleurs assez marrant parce que c'est des vieux records qu'il a ressortis de son enregistreur 4 pistes qui lui avait été donné par Kelly Slater à l'époque. Et il a retrouvé tous ces enregistrements, il les a remixés, enfin remasterisés, et il a refait certains titres avec Hermanos Gutierrez, c'est exceptionnel. Et je pourrais en dire plein d'autres, mais je vais passer le micro à Franck. Là, ce qu'il vient de dire, je les ai aussi écoutés beaucoup, mine de rien. Les Camp et Sons of the East, c'était des grosses révélations ces 4-5 dernières années. Sons of the East à fond. Je les ai beaucoup écoutés à une époque. Je suis dans une période très country en ce moment. J'adore Tyler Braden. C'est des bons artistes. Need to Breathe, ils viennent de sortir un nouvel album qui est exceptionnel aussi. C'est un groupe que j'écoute depuis une bonne dizaine d'années. J'ai découvert un nouvel artiste, là j'ai même oublié son nom, je vais te le donner. Très folk. J'ai découvert sur Insta il y a quelques jours, j'adore, qui s'appelle Cody Jacobs. Il est trop cool, il a des super textes. Il est super fort. Et il y en a tellement. Et c'est vrai qu'on en parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais tu vois, ce qui est cool, c'est que t'as l'algorithme qui t'aide aussi, mine de rien, pas mal. Et en découvrant des mecs comme ça, j'en découvre d'autres et tu dis, putain, il y a quand même des pépites, quoi. Il y a des mecs, ils ont 15 vues, 15 écoutes et tu fais, ok, d'accord, ça marche. Quel est l'album incontournable auquel vous reviendrez toujours? Un album, je dirais... In Between Dreams de Jack Johnson, justement, de par l'enregistrement. Et pareil, c'est le genre d'album où il y a rien que je passe. Il y a pas un titre que je me dis bon allez vas-y, je l'ai déjà trop écouté. Non, je peux l'écouter même des fois plusieurs fois par jour, dans plein de contextes, que ce soit sur la route, à la maison, pour me concentrer, pour bosser, juste pour me poser, m'évader. J'adore cet album. Vraiment, j'adore cet album. Et ça tombe bien parce que j'avais oublié de te citer un artiste hyper important que j'ai eu avant. J'ai pas d'album j'ai un album de référence à l'heure actuelle. Mais j'ai 2 groupes où si je devais choisir ça, il y a toujours Need to Breathe parce qu'ils sont passés par plein de phases que j'adore. Très folk et très rock aussi. Et il y a un autre groupe qui m'a bien marqué à une époque parce que c'était le premier CD réellement que j'avais, Kaleo, c'était une grande claque la première fois que j'ai écouté leur premier album notamment, parce que c'est la première fois que ça me le faisait où il n'y avait pas un seul titre que j'ai zappé. Où pour moi tous les titres sont à la bonne place et quand tu finis l'album tu fais « Oh, c'est tout ». T'en aurais pris 20 de plus comme ça, c'était ok. Tu vois, je veux dire, ce groupe, je le trouve exceptionnel. Et on a eu la chance d'ouvrir pour JJ, qui est le chanteur de Kaleo, 2 fois à Bergerac, au domaine de Robert Westman. Il nous a laissé cette opportunité-là et on a pu discuter avec lui. C'est un mec qui est hyper cool. On a même joué avec lui. Et d'ailleurs, ce qui est complètement dingue, je viens de me rendre compte, je sais pas si tu avais calculé ça, Poulet, c'est Damien. C'est Damien. Poulet. Ils ont sorti un titre là. Ils avaient un morceau qui s'appelle No Good. Et ils ont sorti un titre qui s'appelle Still No Good. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. T'as capté? Oui. En fait, il y a 2 ans, l'histoire elle est hyper drôle. Il y a 2 ans, quand on ouvre pour la première fois avec lui, pour lui, à la fin, il nous appelle, il nous fait « Ouais les gars, venez sur scène, jouez un morceau avec moi ». Donc nous, on était trop contents. Il nous dit « Ce sera No Good ». J'adore ce morceau, je le connais. Et sauf qu'en fait, il fait une autre version, un truc qu'on connaît pas. Et là, tu te dis « Bon,
T'es avec lui, tu peux pas te rater. Il faut que tu l'envoies direct. Donc, on regardait son manche, on comprenait pas. Damien, il était en panique. Il me dit, c'est quoi les accords? Et moi, je dis, je sais pas ce que c'est les accords. On était en train de chercher les accords de ce morceau-là. Finalement, on arrive à s'en sortir. La vidéo, elle est trop cool. Et la version, elle était trop bien, tu vois. Et on a refait la même chose cette année, enfin l'année dernière. Et on refait le même morceau, quoi. Pareil, bah là, cette fois, on l'avait. Et là, on a vu qu'ils ont sorti ce morceau Still No Good. En fait, c'est le même morceau, mais ils l'ont réadapté. Ils ont fait une édition 10 ans plus tard. Ça sonne. Et du coup, je me dis, on a quand même eu de la chance parce qu'on a été des mecs qui l'ont joué avec lui en exclusivité sans savoir que ça allait être une version définitive c'est quand même exceptionnel, je trouve. Vraiment une expérience de dingue. C'est vrai que Robert Westman, qui est un grand investisseur islandais qui a racheté un domaine viticole du côté de Bergerac, il connaît forcément Kaleo parce ils viennent du même village, je crois d'ailleurs. Ils ont grandi dans le même village. Et en fait, et on avait joué pour une soirée là-bas et c'était avant le concert avec Kaleo et Robert Westman était là. Il avait vraiment bien aimé ce qu'on avait fait et il nous avait dit, on avait halluciné avec Franck. Il nous avait dit, ça fait partie des histoires de dingue aussi qui nous sont arrivées avec Franck depuis la création du projet. Il nous a dit, dans quelques mois, j'ai mon ami JJ, le chanteur de Kaleo. 2 ou 3 semaines. Ah ouais, c'est ça, ouais, dans 2 ou 3 semaines, ouais, il revient jouer ici parce qu'on a lancé un cépage avec lui et un vin, un millésime. Et donc, est-ce que ça vous dirait de venir jouer en première partie? Et on n'avait pas de mots. On a dit, mais oui, en bégayant, bien sûr, oui, complètement. Et c'est vrai que c'est là qu'il nous a invités sur scène à faire ce morceau No Good. C'était un super souvenir. Quel est le meilleur concert live auquel vous avez assisté? De préférence à Bordeaux, peut-être à Saint-Domingue-de-Médoc, mais tout lieu est éligible. Moi, j'avais vu Ben Harper dans les arènes de Nîmes, j'avais adoré. Et puis en plus, il y avait à l'époque encore Ron Nelson, paix à son âme, qui m'a fait autant aimer la basse. Donc ouais, il était là. On a pris quelques petites claques. On va peut-être se foutre de nous, mais moi, je me rappelle, on avait adoré Christophe Maé. Non mais tu vois, parce que c'est vrai que c'est un truc, c'est pas trop ce qu'on écoute de base, mais on l'avait vu à l'Arena, c'était une grande claque, c'était trop fort. La DA, tout, la scéno, c'était trop fort. Moi, la dernière bonne claque que j'ai pris aussi, c'était avec les Larkin Poe. Les Larkin Poe qui sont passés à Bordeaux il y a quelques mois là, elles ont mis tout le monde d'accord, elles sont beaucoup trop fortes. Et ouais, c'est à peu près tout. J'ai vu Zach Bryan il y a pas longtemps là en Espagne, c'était trop chouette aussi. Ils étaient 22 sur scène. Ouais, non mais voilà, il y a du budget, tu vois. Parce que franchement, arriver à faire tourner 22 gars sur scène, gars et nana, il y avait 22 personnes sur scène. Il y avait section cuivre, section cordes, il y avait des choristes, il y avait presque des danseurs même. Enfin, c'est énorme. Et ouais, non, c'était des bons concerts, ouais, carrément. Damien. Plein de bons concerts. Je rejoins Franck sur le fait que Ben Harper, ça reste quand même dans mon top concert live. Notamment, c'est vrai, l'époque des Real Innocent Criminals, quand il y avait encore Ron Nelson, c'est vrai. Michael Ward, ouais, absolument, c'était juste incroyable. Après, plus récemment, alors c'est un peu à côté de Bordeaux, c'est à Seignos, une salle qui s'appelle Le Tube, où j'ai vu il y a 2 ans maintenant Xavier Rudd en live, et c'est vraiment un gars que j'adore parce qu'on parlait tout à l'heure de ce côté séquence. Je vais pas revenir dessus sur ce que j'en pense, mais là il est tout seul, il gère plusieurs guitares, plusieurs accordages, un harmonica, un didgeridoo, le kick, et c'est juste incroyable l'ambiance qu'il arrive, l'univers dans lequel il t'amène et l'ambiance qu'il réussit à créer, c'est magique. C'est-à-dire que vraiment le temps de 2 heures, on est complètement en Australie avec lui, et on oublie où on est, on oublie qui on est presque, et c'est à ça que servent les concerts en vrai, hein. C'est les plus beaux compliments qu'on ait eu avec Franck à la fin des concerts, c'est ça, c'est des gens qui nous disent qu'ils se sont évadés pendant 1h30, et ça vaut tout l'or du monde, plus que tu joues super bien ou tu chantes super bien, perso. Bon, moi on m'a jamais dit que je chantais super bien, mais par contre voilà, c'est ça. Et Xavier Rudd m'a emmené là-dedans, il m'a vraiment fait voyager. Je me rappelle de ce concert au Tube, c'était super, c'était un des premiers concerts que je faisais avec ma fille aussi, donc c'était plein de bons souvenirs, ouais, en même temps, c'était très cool, très très cool. Merci Franck, merci Damien, merci Franck et Damien, et puis bonne route, plein de bonnes choses pour Merci beaucoup, merci pour l'interview, c'était trop cool. Cheers. Un grand merci à Franck et Damien pour ce bon moment en leur compagnie. Ne manquez pas d'écouter l'EP Live at la Ruche, disponible sur toutes les plateformes, tout comme les albums You Can Find Your Way et Juniper Road, ou encore leur surprenante reprise de Money for Nothing.
Vous pouvez bien sûr suivre toutes leurs actualités sur les réseaux sociaux ou tout simplement via le site frankanddamien.com. Et surtout, faites en sorte de les découvrir sur scène, que ce soit en format duo ou en mode full band. Et si vous entendez ce podcast peu après sa diffusion, sachez qu'une très belle date est à venir le samedi 25 juillet au Big Blue Festival à Bouliac, aux côtés de Kezia Jones notamment. Quant au podcast Invisible Border Music, dont l'univers complet est à découvrir à l'adresse invisiblebordermusic.blogspot.com, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes ou pour revenir sur les précédents. Sachez également qu'il existe une playlist Spotify qui compile les artistes ayant participé au podcast, dont désormais Franck et Damien, avec les titres Someone et California. Enfin, Invisible Border, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde. Vous y trouverez des centaines de dossiers à parcourir en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux Invisible. Bonne découverte et bye for now.